François Frédéric Mouflin. Bonjour à toi. Bonjour Eduardo, nice to be with you today. Alors justement, tu parles anglais, mais tu es d'origine meusienne, Lorraine, meusienne. That's right, c'est exact. Oui, j'habite Dans un petit village du côté du sud, plus du sud de la Meuse. Hein. Oui, je suis originaire de Bar-le-Duc. Mais j'ai de la famille à Verdun, du côté de mon père, des vrais Verdunois, quoi, des durs de durs, des vrais, quoi. L'originalité de cette aventure, c'est que tu as vécu plus de 20 ans aux États-Unis, quand même. C'est exact. Et sur, pas sur un coup de tête, mais ça a été, comment ça s'est passé justement la première fois? Comment c'est toi qui t'es dit, bah voilà, je pars aux États-Unis? Non, absolument pas. Je pense que j'aurais été trop naïf pour réfléchir de la sorte. J'en parle d'ailleurs dans le tome 1 qui s'appelle Mon Amérique à moi, le grand départ d'ailleurs. Ça c'est le qui côté est très écrivain. apprécié. Ça, c'est le côté, voilà, bon, oui. Et d'ailleurs, j'explique que je suis parti avec un copain, un pote que je connaissais. On avait sympathisé 4-5 fois. Il y avait une belle énergie. On s'était amicalisé, disons. Ouais. Et puis lui, il avait demandé à ses potes s'il voulait aller en vacances aux États-Unis pour une quinzaine de jours, parce que lui, ce fameux gars, Patrick, qui habite maintenant au Vietnam, avait demandé à ses collègues, 4 ou 5 de ses meilleurs potes, s'ils voulaient aller en vacances avec lui. Ils se sont tous désistés pour toutes sortes de raisons. Le fait qu'il n'y avait peut-être pas d'argent, qu'il ne parlait pas anglais, qu'il devait repartir au boulot. Et moi, je venais juste de quitter mon travail de chef cuisinier dans un établissement en Saône-et-Loire qui s'appelait Les Chevrières, hein, des patrons très sympathiques qui ont vendu leur affaire et qui sont partis. Et moi, j'ai pas voulu rester avec le nouveau propriétaire. Donc, j'ai décidé de prendre mon dernier chèque et partir. Et cette même semaine, toutes mes payes, je les donnais à mon frangin parce que lui, il avait eu un problème dans un bar du côté de Saint-Max où il avait tout cassé, il avait pas d'assurance, fallait qu'il paye. Et moi, comme j'étais logé, nourri, blanchi, je lui filais ma paye tous les mois. Le dernier mois, j'ai gardé ma paye, je suis tombé sur ce gars, ce pote, Patrick, qui m'a proposé de partir en vacances avec lui, un peu comme ça, à l'arrache-pied. Ouais. Il avait rencontré une Américaine qui s'appelait Sharon, qui était du Wisconsin, et ils avaient eu un fling tout l'été. Elle adorait parler français. Elle était très amoureuse de mon ami Patrick. Oui, l'Américaine qui adore la France. Elle lui a dit, si tu veux, viens en vacances dans le Wisconsin avec nous. Et pendant que tu y es, mes parents sont en business à faire au Japon. On a la maison pour nous toute seule. Et si tu veux venir, tu peux venir avec un pote parce que j'ai 4 frangines. C'est parti de là. Voilà. D'accord. Mais en fait, je devais partir simplement pour 15 jours. Et tu es resté. Alors pourquoi tu es resté plus longtemps que ces fameux 15 jours? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y avait tellement de choses qui se produisaient à longueur de temps que dans les périodes où ça allait très mal, il y avait toujours quelque chose qui était tellement excitant, tellement nouveau, tellement enivrant, des gens accueillants, le fait d'être français. Et d'avoir cette naïveté, je me suis fait trimballer à gauche à droite. On m'a hébergé pour des semaines, voire des mois gratuitement. On m'a nourri, on m'a logé, des habitants, des Américains comme ça. That's right, des Américains dans le Wisconsin. Et puis je me faisais draguer par toutes les Américaines, quoi. Le truc, c'est que le fait d'être français, ça m'a donné d'ailleurs une très bonne étude psychologique pour analyser un peu la raison pour laquelle les étrangers, comment se comportent les étrangers dans un pays étranger. Que tu sois naïf ou intelligent, il y a beaucoup de choses que tu peux faire en sorte. Mais c'est un peu comme ça, donc je me faisais héberger par des nanas. Et puis Patrick, lui, il a voulu repartir. Donc bien sûr, il y a des tas d'anecdotes qui se sont produites, tellement riches, tellement farfelues aussi certaines, tellement limite... on pourrait croire presque incroyable, quoi, qui m'ont permis, en fait, à chaque fois que je voulais repartir, quelque chose de bien se produisait, qui me poussait à rester plus longtemps. Puis j'ai commencé à m'adapter, quoi. J'ai vraiment apprécié cette nouvelle vie, cette nouvelle attitude, la musique. La culture aussi est différente aux États-Unis? Oui, si on peut appeler ça une culture, parce que c'est évident que beaucoup de gens te contrediront en disant qu'en Amérique, il n'y a pas de culture. Mais en fait, en Amérique, il y a toutes les cultures. Puis il y a quand même une approche. On ne peut pas appeler ça une culture, mais une way of life, une way to be, un chemin. Une attitude, an American attitude, qui fait que dans les grandes villes aux États-Unis, c'est pas tout à fait comme ce comportement en France. Aux États-Unis, c'est tellement grand, très souvent, que on essaye de... On a les yeux, disons, un peu plus ouverts aux possibilités.
social, économique, business, etc. Par exemple, tu ne pourrais pas ouvrir 2 boulangeries l'une à côté de l'autre à Verdun ou dans une région de France. Il y a moins de concurrence qu'en France. Right. Alors, tout à fait, là-bas, dans un coin de rue, comme par exemple Los Angeles, tu as 7000 personnes. Donc, si tu ne peux pas vendre 500 baguettes dans une journée et une cinquantaine de sandwichs, c'est vraiment que tu es vraiment un très mauvais boulanger ou un très mauvais sandwicher. Parce que c'est vrai que tu as de la compète avec les hamburgers. Mais même si tu n'es pas très bon, tu peux quand même gagner ta vie parce qu'il y aura toujours des clients, quoi. Alors imagine en plus si tu fais un bon produit, tu ne peux que t'enrichir. Donc c'est un côté de l'Amérique qui est encore ce qu'on appelait pendant longtemps the American Freedom. Elle existe toujours, même avec le fait que la politique, tout comme en Europe, est en train de tomber en eau de boudin, quoi. Mais autrement, oui, le American Dream existe toujours. Et moi, je te dis, j'ai traversé l'Amérique de long en large et en travers. J'ai pas été dans tous les States, ça serait vraiment prétentieux de dire ça. Mais j'ai vécu, pas en tant que touriste avec une caméra, j'ai vécu vraiment dans plein de villes. Alors qu'est-ce qui a fait ton démarrage aux États-Unis ? Qu'est-ce qui a commencé ? Eh ben, au début, quand je me suis rendu compte que l'Amérique était ouverte à des possibilités, j'ai commencé au début, chercher une façon d'être légal. Donc c'était déjà un démarrage, de dire bon maintenant je veux bien. Légal parce qu'il y a un côté illégal aux États-Unis. Aux États-Unis tu rentres pas comme ça, et puis tu peux vivre là. Premièrement, il faut éventuellement un minimum de. Tu dois passer par l'immigration théoriquement. Tu as des lois, ils t'apprennent les lois. Tu dois connaître les sénateurs, les maires des villes, ce qu'on appelle les maires, quoi. Enfin c'est. Il y a tout un protocole. Il y a tout un protocole pour que tu t'adaptes et que tu suives certaines règles. Tu ne peux pas vivre aux États-Unis si tu ne suis pas les règles. Et puis à partir de là, moi j'ai été illégal, donc j'ai essayé de m'adapter, mais quand je me suis rendu compte que j'aimais bien, il fallait que je trouve des solutions pour pouvoir y vivre. Donc bien sûr, j'ai arraché mon billet d'avion retour, et puis j'ai décidé de rester. Donc il y a un temps où je me suis retrouvé dans l'illégal, dans l'illégalité. Ça ne m'a pas empêché de vivoter, de survivre, d'être scoopé par des gens. Et puis, en fait, c'est des filles qui m'ont dévergondé. C'est des Américaines qui m'ont, j'étais assez naïf, qui m'ont entraîné à commencer à faire du striptease, qui m'ont proposé de faire du striptease dans un club qui s'appelait Mark Twain. C'était une compétition. Et donc, moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. Je parlais, ça faisait quoi, 7-8 mois que j'étais au State. J'étais déjà parti du Wisconsin. Patrick, lui, il était reparti en France. J'explique pourquoi dans le livre, dans le tome 1, du moins. Et puis, moi, je me suis retrouvé tout seul. Donc, je me suis fait entourlouper avec des nanas qui m'ont invité chez eux, qui m'ont proposé leurs copines et qui m'ont proposé de faire du striptease. En fait, j'ai gagné le premier contest de ma vie à Tampa, Florida. Le contest, la danse compétition, le striptease compétition. D'accord. C'était quoi, sur une scène ? C'était dans un club qui s'appelait Mark Twain, qui est très connu d'ailleurs. C'était à Tampa, en Floride. Et les nanas sont venues me chercher un après-midi. Je jouais de la guitare sur un bord de trottoir à côté de mon pote qui lui vendait des hot dogs pour un Italien qui préparait ses bains-maries dans un restaurant français qui s'appelait Café Geneva pour une Suisse française allemande qui habitait là depuis des années et qui gagnait une fortune. Et donc, à travers tous ces gens-là, je me suis retrouvé avec cet Italien. Il avait un hot dog, New York style hot dog stand qu'il avait placé sur le bord du centre-ville de Tampa. Il avait un copain qui était pelé comme une couleuvre, mais super adorable, qui lui vendait le hot dog et ils avaient dit, bon, French music, American hot dog, c'était un peu le thème pour vendre nos hot dogs sur la place publique. Et une fois sur la place, c'est vrai que ça a attiré les gens. Je me rappelle à cette époque-là, je jouais un petit peu de Brassens, mais très mal, mais j'en avais rien à foutre parce que je savais que les Américains ne comprenaient rien du tout, donc ça passait très bien. Ça faisait très French. Comme vous en France, vous avez les Français qui chantent en anglais et vous appelez ça du yaourt ou. En fait, ce qui les intéressait, c'était la parole, parler français, parler français. Ils adoraient le fait que je parlais. Ils me disaient toujours François, c'est bien parce que nous les Français, on passe pour des gens qui parlent comme ça avec le bout des lèvres. On est très romantique. Bon, ça se perd. Mais c'est vrai que c'était l'idée. Voilà. Et puis donc, à partir de là, j'ai fait du striptease dans ce club. J'ai été invité par
un gars qui était un grand organisateur d'un club qui s'appelait le Playboy Club à Saint-Pétersbourg, Florida, qui était à 25 km de Tampa. Et lui, il a décidé de m'inviter à travailler la semaine. On taillait des costumes sur mesure, on aurait dit des fringues de Michael Jackson, ces blousons, pantalons spandex avec velcro, que tu peux les arracher comme ça. Et au Playboy Club, c'était danser complètement nu. Donc, il faut avoir des couilles, so to speak. Mais moi, j'ai toujours regardé, tu vois, parce qu'on pourrait toujours critiquer en disant « Ah ouais, t'as fait du striptease ». J'ai même fait quelques films exotiques et j'ai pas honte d'en parler parce que je n'ai jamais accepté de faire quoi qu'il soit qui ait un rapport avec une sorte de pornographie, tu vois. Et donc, tout ce que j'ai fait au début, sans même parler anglais, ça s'apprêtait à un travail artistique de ma part, une découverte. Et j'ai vraiment découvert le métier de stripteaseur, mais dans les plus hauts de gamme. Hein. On était encore plus haut que... Et puis j'ai fait ça au Texas pendant un moment avant de commencer mon show télé. C'était mon gagne-pain sans avoir à vraiment parler anglais. Donc c'est ça qui m'a permis en fait de rester aux États-Unis durant ces premières années. Voilà, c'était les fils en aiguille de... Voilà. Ça me permettait de gagner plein de fric sans avoir à parler anglais et même dans l'illégalité. Donc c'était une bonne façon pour moi. C'était un tremplin, en fait. Un tremplin pour moi, ouais. Et donc, à partir de là... et ensuite, il y a eu un moment donné où justement, ça a tellement... il y a eu une ascension au moment où justement, il y a eu même jusqu'à Pirates des Caraïbes, le tournage dans Pirates des Caraïbes. Comment ça s'est passé de là jusqu'à l'ascension au film? Il y a quand même un grand saut quand même. Là, on est en train de parler jusqu'à... on saute des 2 premières années aux États-Unis jusqu'à une vingtaine d'années aux États-Unis. C'est évident qu'il y a... Ça s'est pas fait en un jour, quoi. Non, ça s'est pas fait en un jour. Puis je sais beaucoup de gens ont tendance à mentionner le fait que j'ai bossé avec Johnny Depp. Parce que c'est une affiche forte, quoi. Right, Keith Richards aussi, le guitariste des Rolling Stones, et je dois reconnaître que c'est des gens qui sont vraiment sympas. Ils sont comme nous en fait. Ils sont très humains, simples, et très souvent c'est les gens qui sont les plus fameux, qui sont souvent dans le monde du cinéma, qui sont les plus cool. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a souvent des bodyguards, des sécurités. On vous bloque parce qu'on ne veut pas casser cette magie. Parce que si les gens étaient copains avec Michael Jackson, au bout d'une semaine, ils se croiraient tout permis. C'est juste s'ils lui apprendraient pas à faire le moonrock. Donc, non, Michael, je vais te montrer c'est quoi le moonrock. Tu vois, je suis français, c'est Marcel Marceau qui t'a montré. Moi, je peux te montrer. Et il ferait pareil avec Johnny Depp. Il ferait pareil avec tout le monde. Donc, on met des barrières. Il y a des agents, il y a des assistances, des systèmes de sécurité pour ne pas qu'on puisse rentrer dans la vie personnelle de certaines grandes stars qui sont des gens comme toi et moi, des gens super sympas. D'ailleurs, j'ai passé assez de temps avec eux. Pour savoir, j'ai eu l'honneur et le privilège de partager la loge privée, la loge des stars, durant le tournage de film Pirates of Caribbean, avec Johnny Depp, son double, et Keith Richards. Et il y avait moi. Et donc notre lead make-up artist qui... Et encore à cette époque-là, tu parlais, enfin c'était des balbutiements en anglais ou déjà... Ah non, là you're talking about 5 years ago, D'accord, à peu près ce projet, ce clip de film de Pirates des Caraïbes... C'était 5 ans après, alors 5 ans... Ah non, ça remonte 5 ans en arrière à partant d'aujourd'hui, tu vois. Ah, donc c'était il y a une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années après bien sûr, le avant, début. Là c'était en Californie, ça. Ah, mais avant d'arriver en Californie, j'ai habité dans le Wisconsin, après en Floride. J'ai passé 8 mois en Floride, Tampa, Clearwater, Saint-Pétersbourg, Sarasota, Key West, Miami, Fort Lauderdale. Mais le déclencheur vraiment, ça a été la comédie, Tu parles dans le showbiz, toi, tu veux savoir le sujet du showbiz. En ce qui concerne le showbiz, c'était au Texas. Donc après la Floride, je suis parti au Texas. Avec Arby, un gars que j'ai connu aussi dans un scénario assez folklore. C'est d'ailleurs derrière sa Tarzan Honda, un Honda 1000, que je suis parti de Tampa, Florida, à San Antonio, Texas. Et une fois que j'étais au Texas, j'ai commencé aussi à faire un peu de striptease. Parce qu'il m'a présenté un club, j'ai même vécu pendant les 2 premières semaines avec le fils de Jean Gabin, des nombreux fils de Jean Gabin, parce que personne n'est censé savoir que Monsieur Jean Gabin était pour moi un leader, un élite du cinéma français, mais qu'à côté de ça, c'était aussi un beau tombeur, un homme de caractère. Il avait des femmes partout, c'était un bel homme, c'était le typique... C'est encore ce qui m'étonne dans la vie, moi qui suis à l'automne de ma vie. Tu sais la chanson, je sais, les roses, les femmes.
L'amour, oh diable, j'en avais fait tout le tour. Jean Gabin. C'était un grand caractère, un caractère culte. Mais c'était un gros tombeur, et il avait des femmes partout, dans le monde entier. Et je suis sûr qu'il a déposé ses petits spermatozoïdes un petit peu partout sur la planète. Il avait un de ses enfants qui habitait donc à San Antonio, Texas, qui était homo, mais un mec super sympa, et qui avait un gros problème malheureusement d'alcool, et que j'ai dû enterrer au bout de 2 semaines, au bout de 2 semaines à San Antonio. Il est littéralement mort dans mes bras, lui et son collègue. Et oui, c'est une histoire triste, parce que c'était un mec qui était en plus très talentueux, très soigné, le directeur d'admission à Barbizon School, qui est une des plus grandes écoles, une franchise de l'industrie de la mode, qui est un peu le McDonald's de la mode, où ils se font une fortune avec ces jeunes qui rentrent et qui déboursent du fric, d'une fortune pour se faire créer une portfolio. C'est pareil, d'ailleurs, dans certains de mes livres, je mets un haut là aussi un petit peu aux gens qui aimeraient bien s'investir dans l'industrie artistique, parce que faut pas croire, moi j'ai fait des tas de trucs qui sont assez, mais pour certains même incroyables, qui sont osés, mais j'ai aussi bouffé de la vache enragée, et j'ai passé par des stades de connaissances dans le milieu artistique, non pas seulement le showbiz, mais enfin le business du showbiz, parce que le show business, il n'y a pas de show, il n'y a pas de business, il n'y a pas de business sans show. L'argent. Voilà, et donc c'est pour ça qu'en France, moi j'ai une période de temps, je commençais à faire ce qu'on appelle, je me suis rendu compte ce que c'était que la dépression, alors que je ne savais pas ce que c'était. Parce que quand je suis revenu en France avec le film Remover of the Crocodile, on peut passer d'ailleurs des extraits, voilà, le film Remover of the Crocodile, c'est un segment qui a été fait aussi en Californie. Donc je suis revenu en France dans les années, il y a donc à peu près 5 ans en arrière, quand je commençais à revenir, et j'avais présenté ce film qui a été présenté au Film Festival en Suisse, et avec ma carrière qui était quand même assez développée, je pensais pouvoir éventuellement m'investir un peu en France, et je suis tombé sur des eaux. Et ça, tu as participé en tant qu'acteur principal ou dans ce film, c'est moi, oui, je suis le lead, ce qu'on appelle lead character. Je m'appelle Nadi. Donc je joue le rôle d'un gourou sans religion, qui en fait est capable de lire un petit peu dans le physionomie des gens, et qui va de temps en temps récupérer un mec qui a une belle âme, mais qui est un peu coincé dans le monde social et économique, et qui a un très bon fond. Donc ils ont besoin de se libérer, de lâcher prise dans ce qui est le monde matériel, financier, etc., qui est une grugerie sociale, économique. Donc c'est une très belle histoire. Mais ce film a été présenté au Film Festival en Suisse, et c'est pour ça que je suis rentré en France la première fois avec donc à mon palmarès ce film. Puis je suis resté en France pendant une période de temps, et j'ai vraiment galéré. Et une période de galère, c'est là où j'ai d'ailleurs, même cette galère a servi son propos, parce que ça m'a permis d'établir des bases pour écrire mon premier livre. Mais cette galère, pourquoi tu quittais les États-Unis pour revenir en France ? Je suis revenu parce que j'avais été invité. D'ailleurs, dans ce film, Remover of the Crocodile, j'avais été invité par le président du Film Festival en Suisse, qui avait appris à travers la maison de production que le caractère principal était français. Donc, moi, j'ai fait mon rôle en tant qu'acteur. Donc, il a été intéressé. Voilà, j'ai fait mon rôle en tant qu'acteur, et la maison de production, eux, ils ont présenté leur film dans des films festivals. Et il s'avère que le film a été accepté au Film Festival en Suisse. Quand le président du Film Festival s'est rendu à travers la maison de prod que le lead caractère était français, ils ont dit on aimerait bien l'inviter en tant qu'invité d'honneur. C'est ce qui m'a fait revenir en France la toute première fois. Et ça faisait à peu près 15 ans que je n'étais pas rentré. La toute première fois. Et c'est au moment à l'arrivée en France où le rêve, j'allais dire, des États-Unis, ça a baissé. C'est un problème dû à la France, en fait. Où je suis reparti depuis. Mais c'est vrai que quand je suis revenu en France, c'est là où il y a eu la période un peu de... Bah oui, j'ai essayé de connecter à Paris, et j'avais l'impression qu'on littéralement se foutait de ma gueule, quoi, en disant le mec il est en train de fabuler, tu vois. Donc à plusieurs reprises j'ai vu la tronche des agents qui me regardaient. Je leur montrais des photos, j'ai l'impression qu'ils se disaient il a dû avoir un bon ingénieur pour lui faire des montages photographiques. Enfin bref, mais bon, ça a commencé à me gonfler. Ouais, tout à fait. Ça a commencé à me gonfler, ce qui fait que, en attendant que certaines choses se décoincent à Paris et dans le milieu de showbiz, je voulais écrire une chanson, d'ailleurs, une période de morosité, mais comme je suis un très grand amoureux de la France, je voulais faire une chanson qui, en rapport avec nos anciens caractères,
qui m'ont toujours plu, comme Léo Ferré, avec le temps va, tout s'en va, et il a raison. Voilà, donc des Léo Ferré, Brel, Beko, Brassens, Moustaki, en allant jusqu'à Michel Polnareff, parce que c'est un artiste que j'adore. Et même des gens comme Bernard Lavilliers, et puis voilà, donc j'ai toujours été un grand amoureux des chansons françaises. J'adore Johnny Hallyday, j'aime pas ce qu'il chante, j'adore sa voix, j'ai horreur de ce qu'il chante. Et puis je suis absolument pas Pani, moi je suis un vrai Polnareff. J'aime pas les imitations, mais si on est pour faire une chanson de quelqu'un d'autre, on doit vraiment le fond du respect du vrai artiste. Et donc, pour abréger, j'étais donc en France, je voulais écrire une chanson un peu à l'effigie de Léo Ferré, de Moustaki, de Brassens, de Brel, et j'écrivais ce qu'on appelle des 5-6 liners sur un bout de papier, sur un bloc-notes, et puis je voulais mettre la musique autour. Je voulais pas rentrer dans les refrains, les chorus, je voulais écrire un texte. Et puis et puis dessiner la musique dessus, peindre la musique sur mon texte. Et donc j'ai passé toute la soirée, toute la nuit à écrire une quinzaine de textes de 7-8 lignes, en plongeant dans mes histoires, dans mes expériences, que ce soit au Texas, en Floride, en Californie, à Hawaï, etc. Et puis j'arrivais pas, ça collait pas, la musique ne collait pas. C'était des bons textes, mais j'arrivais pas à trouver le bon mariage, quoi. Donc le soir, le matin de bonne heure, je me suis endormi, et quand je me suis réveillé le lendemain, j'ai regardé un peu tout ce que j'avais écrit pour me rendre compte que tous ces textes, en fait, m'emmenaient encore plus loin dans les 6-7 lignes. Tout d'un coup, je partais dans mon trip, quoi, en sorte. Je me voyais encore plus loin dans le déroulement de mes histoires, et tous ces textes m'emmenaient plus loin. D'où est née l'idée? Je me suis dit, écoute, this is a great start, man. Maybe that's a great way to start to write your book. Alors je me suis dit, il fallait que j'écrive mon livre, il faudrait que je commence à partir de quand? Donc j'ai décidé d'écrire le livre depuis le début, donc le tome 1, c'est le départ des États-Unis. Une semaine avant mon premier départ aux États-Unis, voilà. C'est pour ça que ça s'appelle le grand départ. Donc c'est vraiment là les débuts, tu racontes comment justement tu as débuté là-haut. That's right, ça parle énormément de toutes ces folies, le show télé, la mode, l'industrie artistique, etc. Puis les galères et puis les coups de joie, quoi, les coups de gloire, de glory, si on peut. Et justement, pourquoi toi t'as ressenti le besoin d'écrire ça c'est pour qui? C'est destiné à qui? Aux Américains ou aux Français? Ou aux deux? Le livre, le premier tome, il est écrit en français. Et puis j'avais pas écrit dans le sens d'en faire des naïvement, quand je suis parti sur cette tangente d'écriture, c'est parce que on parle souvent des gens qui disent on écrit, les gens ils écrivent leur autobiographie, mais malheureusement quand tu arrives à un certain âge, you gotta face it, man, you forget a little bit of your mind. There's certain part of your thing, il y a certaines parties que tu perds un petit peu parce que aussi certains détails. On se donne aussi parce qu'on veut aussi les perdre, on veut les enfuir aussi. Certains peut-être bien, oui. Mais comme tout ce que je fais, c'était tellement hilarant, tu vois, et puis fou, outrageous in a way. Je me suis dit, pourquoi pas écrire mon autobiographie plutôt que d'attendre d'être plus âgé. Voilà. Là, j'ai un peu de temps, pourquoi pas le faire? Là, on voit justement à l'antenne des parties là où tu as fait ta promo en France. Certaines promos, oui, avec des gens très sympathiques d'ailleurs. RTL 9. Didier, un mec adorable aussi. France 3. That's right. Également, qui ont aidé également, mais c'est quand même... T'es quand même resté au balbutiement en France, je parle. Ouais. Pourquoi est-ce qu'en France, tu peux pas percer comme aux États-Unis? Parce que c'est pas la même... Il y a une différence entre les deux? Disons que en plus, à travers mon livre, on commence à me connaître parce que ça se vend très bien. Mais en fait, j'ai pas envie d'habiter à Paris. J'ai pas envie de m'enterrer. Oui, mais non. La ville des amours. Oui, mais c'était la ville des amours. T'as déjà été à Paris récemment? Oui. 80% de Paris, c'est plutôt Bagdad. Je suis désolé de te dire, mais c'est une horreur. C'est une horreur. Moi, d'ailleurs, j'en parle dans le 4 et le 5 parce que j'en suis malade. Voilà. J'en suis malade. Et c'est Bagdad, quoi. Donc, vos politiciens, ils sont en train de
pourrir votre pays. Mais on en parlera de tout ça, parce que d'ailleurs, j'étais revenu à Paris il y a à peu près 5 ans en arrière, la première fois, mais je repars aux États-Unis. Je viens en France généralement 2-3 mois, puis après ça, je repars. Donc récemment, je fais ma promo de mes livres. Donc j'ai tout découvert aussi, bien sûr, le travail derrière le publishing, qui est aussi un amalgame de, doggy dog and screw you kind of thing, qui veut dire un chien est un chien et le chien baise le chien, parce que vraiment même dans le monde littéraire en France, on préfère vendre des bouquins littéraires à dormir debout. Alors des bouquins qui sont écrits par des nègres. Moi je veux pas être brutal, mais bon, on va vendre du Patrick Poivre d'Arvor qui, vu les circonstances atténuantes, pas de complications neurodépressives, car nous allons engager un processus immunogène à base de théâtrothérapie. T'as envie de dire, écoute, moi j'aime bien le littéraire, mais j'ai pas envie de m'endormir ou perdre le fil, toi. C'est de la lecture juste pour des élites. Voilà, alors que moi, mon livre, c'est pas littéraire. C'est brut de décoffrage, ça raconte une histoire, c'est véridique. I don't twist my words. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu pour, justement, pour avertir les gens, parce que tu dis, voilà, je suis retourné en France, j'ai eu une période difficile. Est-ce que c'est pas pour avertir, justement, ceux qui voudraient prendre le même chemin que tu as fait, et leur dire que, voilà, que c'est pas parce qu'on vient des États-Unis qu'on a fait des films super comme on en a vu comme des extraits. C'est pas pour ça que tout est gagné en France. Non, tout à fait. À moins d'être le fils de gens qui sont bien implantés dans le showbiz, mais qui font aussi partie de la famille du showbiz. C'est encore déjà un cercle très fermé. Mais quand on croit en quelque chose, il faut aller jusqu'au bout, il faut pas laisser tomber. Moi, je sais très bien que c'est mon motto, moi. Don't let go. If you believe in something, go for it. Doesn't matter what people say. In other words, n'attends pas après les ondits, n'attends pas après les autres. D'ailleurs, tu vois, ça me permet d'être là aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que j'attends pas. Et quand on aime, on n'attend pas. C'est trop facile de dire oui, mais il me faut. Oui, bah bien sûr qu'il te faut des crowbars et des plongeoires et puis des connexions. Mais entre-temps, à côté de ça, on a une France où il y a des tas d'émissions télé, des tas de radios, des tas de façons de t'exposer et de présenter ton travail. Et éventuellement, on a encore des gens qui sont pas screwed up, qui sont pas filthy, qui sont intègres. Et donc, c'est pour ça que je suis aujourd'hui, parce que je considère que lnradio.fr, c'est une radio qui est intègre. Donc, j'ai adoré te rencontrer, et je pense que c'est une bonne façon de passer à travers des gens qui valent le coup d'être Alors, justement, tu parlais de communication, de promotion. Toi, t'en as fait aux États-Unis toujours, t'avais carrément un show télé là-haut. C'est exact. Ça s'appelait Accent Français. C'est exact, ouais. Pendant 3 ans, je crois, 87. 3 ans et demi, ouais. 87 à 90, au Texas. Exact. That's right, right. Comment c'est venu cette idée-là ? C'est venu, c'est quelqu'un qui est venu te chercher, ou c'est toi qui as été au charbon À ce moment-là, j'avais les yeux ouverts à tout et n'importe quoi. Mais à cette époque-là, je m'étais déjà fait. C'est vrai qu'à t'entendre, en fait, même pour les auditeurs, on a l'impression que tu ressembles un peu. Je sais pas si même Michel a la technique de connaître Anthony Cavana. Anthony Cavana qui est éclectique, il fait tout, il fait de la scène, il fait. Tu touches à tout. J'aime bien cette versatilité. C'est parce que j'ai jamais rien lâché que j'ai constamment poussé tous mes jeux, en sorte que ce soit dans le film, dans l'animation. Là, tu vois, c'est avec Paula Poundstone, Groundling Theatre à Los Angeles, c'est du théâtre, et c'est pour une émission télé qui s'appelle HBO, une des plus granres chaînes américaines. Ça, c'était une pièce de théâtre. Right, c'était de la comédie avec une comédienne qui s'appelle I forgot the name. Paula Poundstone, qui est très fameuse, et donc on a fait une série de shows qui se produisait à The Groundling Theatre sur Melrose Avenue à West Hollywood, mais qui était une production avec des spectateurs, mais c'était pour une production pour une chaîne télé qui s'appelait HBO, enfin HBO, qui est une des plus grosses chaînes, une grosse boîte de production américaine. Il y a plusieurs HBO, ils sont déclinés maintenant, HBO Comedy. That's right. Donc c'était de la comédie, c'était pour HBO Comedy. D'accord. At night. D'accord. Mais mon show télé au Texas, ça a démarré avec un coup de bol, parce que c'est un photographe qui m'avait repéré dans la rue et qui m'avait proposé de faire des photos, parce qu'il aimait bien mon look.
Et puis on a sympathisé. C'était la première fois que je voyais des photos de moi, grandeur nature, exposées dans son studio. Et puis on a sympathisé. Au bout de 2-3 semaines de friendship, il a parlé de moi parce que les gens parlaient de moi derrière mon dos. Ils étaient intrigués. Moi, no speak English. Je parlais vraiment très très peu. Je commençais à me débrouiller, quoi. J'apprenais vite. C'était les balbutiements de la langue. That's right. Et il m'a dit, j'ai parlé de toi à un directeur de la chaîne télé qui s'appelle Rogers Cable TV. Et il m'a dit, on avait ce qu'on appelle un slot. C'était une période de time où vous avez besoin de faire du feeling. Et ils ont dit, on pense que tu serais très bien pour la chaîne. Et on aimerait savoir. Donc il m'a présenté le directeur de la chaîne télé. Il m'a dit, si tu avais ton show, tu parlerais de quoi? Ah, bien sûr, je me suis enflammé. J'avais 23 ans. Oh, me, I would interview this, I would do this, I will say talking about French cuisine, and I will interview artists and acteurs. Donc ils aimaient bien ce côté un peu farfelu, un peu plus grand que la planète, quoi. J'étais tout en mouvement, pire que les Italiens, très expressif. Et puis friendly, j'étais super, j'étais naïf et plein de vie, prêt à manger le monde. C'est ça, c'est ce qui a plu. Ça les a fait rire. Et d'ailleurs, ce qui a marché très fort, parce que très souvent, la station recevait du courrier, et les gens, surtout aussi beaucoup les femmes, et les homos m'adoraient aussi, et les mecs aussi, qui me disaient, mais qui que c'est que ce mec, on se dépêche de manger le soir pour se mettre devant notre poste télé, mais alors franchement, faut vous dire, on ne comprend, mais alors absolument pas un seul mot de ce qu'il dit. Mais on adore son comportement, son énergie, et on regarde parce que on est en train de se dire qu'est-ce qu'il va nous faire, qu'est-ce qu'il va nous pondre aujourd'hui. Un peu comme Louis de Funès finalement. Ouais, je dirais pas Louis de Funès parce que Louis de Funès c'était quand même, mais moi j'étais pas parti à ce point-là, tu vois. J'étais quand même, c'était pas de l'acting, tu comprends à ce niveau-là. C'était quand même c'était du réel et ça a très, très bien marché à un point où la station m'ont donné non seulement un show par semaine, mais ils m'ont donné 2 shows par semaine. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans et demi. Et indirectement, c'est aussi ça qui m'a plus ou moins décidé de partir en Californie. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient, putain François, avec le caractère que t'as, le bagou que t'as, la gueule que t'as, tu devrais partir en Californie. Il y a de grandes chances que tu puisses vraiment faire quelque chose de sublime avec l'énergie que tu as, etc. Et puis, mais bon, là, le show, on me l'avait présenté en sorte un peu comme sur un plateau, en sorte. Mais une fois que je suis parti en Californie, ça a été carrément une autre bold game. Ça m'a poussé. On voit là, d'ailleurs, c'est le show en ce moment. Ah là, c'est moi qui lui pique son show, là. C'est moi qui lui pique son show. Ah, oui. Tu vois, là, c'était pas toi le présentateur. Là, non, c'était lui, là. Et t'étais invité, alors, là? J'étais invité. Là, on voit déjà là que tu fais le show, on voit le... Écoute les gonzesses. On entend. I've been done in by a French guy. Come on. Ouais. Donc je faisais toujours le show et puis c'est un petit peu ça qui m'a permis d'être découvert en sorte. C'est ça, c'est ce qui a plu. En fait, c'est un peu parce que tu sors de l'originalité. De l'ordinaire, de l'original. Je suis un original, comme ils disent. Et c'est ce qui a plu, c'est ce qui a fait que tu as pu percer tout à fait, aux États-Unis. Alors, on va revenir aussi sur tes livres, parce qu'il y en a 3 maintenant. 3, je devais sortir le 4 et le 5. Le 4 et le 5 je t'expliquerai pourquoi ils sont Alors, on a parlé du 1 qui est le grand départ. Right. Le 2, c'est On the Road Again. On the Road Again, c'est-à-dire que là, je rentre à nouveau en France. Enfin, le premier se termine, mon premier retour en France. Ouais. Et puis ce coup de blues. Et puis toute cette amalgame de showbiz français qui me gave, parce que c'est un monde hypocrite, c'est un monde fermé. Vous avez des politiques qui disent il faut lever l'enveloppe, il faut mettre du fric, mais en attendant, vous voyez trop de choses à croire qu'il n'y a pas de budget en France pour les artistes.
je me suis renseigné même dans les comment on appelle ça, les pôles emploi milieu artistique. J'ai l'impression qu'ils se tournent en rond là-dedans comme des poulets sans tête. Ils devraient passer l'enveloppe, ils devraient ouvrir plus de budget pour les artistes, parce que les artistes galèrent et c'est pas normal. Bien sûr, on peut pas financer tous les gens qui se disent artistes, ne sont pas pour autant de vrais artistes, mais à côté de ça, vous avez du talent, on devrait pouvoir créer plus de films, on devrait avoir des finances pour financer des productions un peu, que ce soit télé, radio, un peu comme la vôtre, pour que certains Français puissent exposer leur talent et le développer par là même. C'est ce qui manque chez nous. Voilà, donc c'est assez restreint et c'est fait exprès, c'est encore une foutaise politique qui remonte à vos politiciens et c'est vraiment injuste. Donc voilà, mais donc le deuxième, c'est le premier coup de blues quand je me rends compte que la France commence à changer. À ce niveau-là, je m'en étais pas vraiment rendu compte à ce point-là. Mais donc je repars aux États-Unis parce que je commence à perdre mon temps. Oui. Et puis pareil, dans le milieu de publiciste, j'ai commencé à connecter avec beaucoup de maisons de publication qui me disaient oui mais non. Et donc aux États-Unis, on te dit oui mais non, mais t'insistes parce qu'il t'arrivera à avoir un oui parce qu'il y a plus de possibilités. En France, les oui mais non, c'est souvent des non. Et comme le monde médiatique est tenu par une sorte de politique d'arrière-écran, ça fait que on préférera mettre des clowns de vendre des bouquins de gens qui n'ont rien à dire, qui sont boring. Et puis on sert un peu on enlève la chance aux jeunes écrivains qui éventuellement ne sont pas pour autant littéraires, mais qui ont quelque chose à dire. Donc je suis reparti aux États-Unis. C'est de quoi parle le deuxième livre. Retour aux États-Unis. Et dans le deuxième livre, donc j'avance dans ma vie artistique et je parle d'ailleurs aussi, là je commence à travailler dans plus de films. J'ai fait aussi de la doublure pour Antonio Banderas. J'aime bien le mentionner parce que j'étais un grand fan de Antonio Banderas et vous pouvez trouver sur le net aussi. La doublure, c'est pourquoi ? Parce qu'il y avait une ressemblance Pour la ressemblance, j'ai fait des doublures pour des films. J'ai fait aussi de la doublure pour et des reproductions de films comme par exemple Desperados avec la guitare caisse. On a refait des segments dans Hollywood Boulevard. Ça a été aussi utilisé pour... je faisais la doublure pour des parties privées, quand ils devaient inaugurer un restaurant ou un club de nuit ou un endroit assez mondain et qu'ils n'y allaient pas parce que souvent ça se joue au blues. Donc j'avais une agence qui faisait ce qu'on appelle Body Double, et qui me téléphonait en me disant « Antonio, on a besoin de toi ». Alors du coup, j'allais avec la limousine, 4 nanas, super modèles, des photographes. On faisait un petit peu le tapis rouge, comme un petit peu le film festival à Cannes, ouais. Pour les ouvertures de clubs, de restaurants et d'animations privées. Et donc, c'était moi qui sortais de la limousine et qui faisait le flanc, quoi. Mais il y a des fois des gens qui se rendaient compte que j'étais pas lui. Des fois, il y a des nanas qui venaient me voir et quand on se faisait prendre en photo, elles me disaient I know you're not Antonio, mais je sais que t'es pas lui, mais en fait t'es plus beau que lui parce que lui il a les yeux marrons et toi t'as les yeux verts. Always flatter. Thank you ladies. I love you babes. Alors, il y a une autre partie qu'on n'a pas encore dévoilée, c'est le côté musicien. Right. Le côté musicien, alors ça c'est aussi une autre facette ou c'est parce que tu en avais envie C'est pareil, je crois que c'est un des plus beaux cadeaux de Noël que ma mère m'avait acheté. Et j'étais gamin et cette guitare m'a permis de m'évader. Donc je suis, self-taught. J'ai jamais appris la musique, je connais pas le solfège, je connais pas les notes, mais question vocale, je suis capable de faire toutes sortes de chansons. J'adore les chanteurs. Puis je suis un grand fan. J'étais traiteur quand j'avais entre 14 ans en pré-apprentissage, 15 ans en apprentissage, jusqu'à 17 ans, 18 ans. J'ai eu un CAP de charcutier traiteur étalagiste à Bar-le-Duc en Lorraine, donc en Meuse. Et déjà, quand je nettoyais les tripes, les boyaux de porc pour faire les andouillettes, je chantais on dirait le Sud, plus d'1 million d'années. Et toujours en été. Tu vois, chanter ça, je chantais toutes les chansons donc françaises. T'as toujours été passionné par la musique. Voilà, quoi. j'ai toujours été un grand passionné de la musique et avec ma guitare, petit peu par petit peu, je faisais ce soir à la brune, nous irons ma brune cueillir du serment, etc. Tu vois.
D'accord. Et puis petit peu par petit peu, je me suis mis à créer mes propres compositions en mettant mes doigts ici et là. Ouais, tu es musicien-interprète. Voilà, chanteur, compositeur, interprète. Ouais. D'accord. Si tu veux, Alors je peux- justement, c'est ce que j'allais te proposer, puisque tu as amené ta guitare. Ok. Puis j'aime bien la guitare. Je t'en fais un tout petit bout alors, vraiment un truc en... Un truc d'amour. Voilà, un petit truc... Tiens, bah, par exemple, tiens, je viens de remettre des cordes de guitare parce que cette guitare est restée en France. Celle-là s'appelle... Pour le jeu de mots, tu as plusieurs cordes à ton arc. That's right, there you go. Bah, tu as une chanson qui est un petit peu... qui est un petit peu... autobiographique. Et très française d'ailleurs. Je m'étais barré chez mes parents, sans même emmener de sentiments. Sortant du lycée sans boulot, en plus de ça, j'étais pas beau. Sortant du lycée sans boulot, en plus de ça, j'étais pas beau. Un matin, je me suis décidé. Et pourquoi pas les USA? Et je suis parti pour l'aventure, dans des rêves qui étaient même pas sûrs. Et je suis parti pour l'aventure, dans des rêves qui étaient même pas sûrs. Je suis parti avec un chien, ouf, ouf, une guitare et un calepin, pour pouvoir écrire ma vie, celle que je vous raconte aujourd'hui. Pour pouvoir écrire ma vie, celle que je vous raconte aujourd'hui. Alors tu vois, je pourrais aller non, mais je vais pas vous bouffer toute la pellicule pour une chanson. C'est vrai voilà. Et puis on n'a plus beaucoup de temps déjà. On voit que je regarde mon téléphone. Hein. Yes. Parce que aussi je reçois des messages. You get the time, that's why, my friend. Alors, donc on a parlé donc du côté musical. On va revenir aussi sur le tome 3. On n'en a pas parlé. Lui qui est plus percutant au niveau du titre. That's right. Le tome 3 s'appelle donc... de l'amour. De l'amour, bordel. C'est déjà basé sur ce que je prends conscience au fur et à mesure du temps que je reviens en France. Donc je reviens 2-3 mois et que je repars. C'est comme si on me mettait une baffe dans la gueule. Excuse my French. Mais en plus, je suis un homme de terrain peut-être plus que des gens comme Sarkozy, Hollande, etc., qui se donnent le droit de croire que c'est des hommes de terrain, alors que en fait, ils passent plus de temps aux Champs-Élysées à se baffrer, à se goinfrer des contribuables. Donc, il faut peut-être aussi que le peuple se réveille. Mais le tome 3 s'appelle De l'amour, bordel, parce que je me rends compte que cette joie de vivre, par exemple, quand on disait Paris, la ville des amours, c'est la façon dont les Américains le voyaient, c'est la façon dont moi je l'ai connu, le peu de fois que j'étais à Paris, c'est la façon dont on en parlait dans nos émissions, il y a encore ne serait-ce qu'une vingtaine d'années en arrière. Puis je me suis rendu compte, depuis que j'ai été à Paris, pour rencontrer des gens dans le showbiz, qu'en fait, Paris n'a plus rien à voir avec la ville des amours, c'est la ville des emmerdes, c'est la ville de l'envahissement, et il faudrait peut-être se réveiller un peu là, parce qu'il n'y a pas que Paris qui devient la ville des envahissements. Et donc j'ai des coups de gueule, et là dans le troisième, c'est un livre qui aussi parle en franglisme, parce que dans le tome 2, je traduis les parties en anglais, je les traduis en français. Dans le troisième, j'ai arrêté d'en traduire une certaine partie, parce que c'est devenu aussi un exercice pour les gens français qui sont en train d'enseigner, qui sont en train d'apprendre l'anglais. Et je me suis rendu compte que ça plaisait énormément, plus particulièrement aux jeunes étudiants, aux bachelors, aux gens comme ça qui utilisent mes livres maintenant pour des examens dans les collèges et dans les universités, parce que c'est du franc-parler. Il y a beaucoup de parties où ils sont vraiment de l'American Conversation, parce que c'est comme c'est autobiographique, il y a des actions qui se produisent à Los Angeles avec des gens du showbiz, avec des gens fameux, à des gens moins fameux, avec des amis, avec des copains, avec des gens qui galèrent, qui font aussi partie du showbiz et qui sont dans des périodes difficiles, beaucoup d'acteurs que je connais qui sont très 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 bons.
dont certains bossent tout le temps et d'autres qui traînent, qui vont bosser, ils vont faire un job, un peu comme moi, mais moi l'excuse c'est que, étant foreign, j'ai toujours, malgré tout, je parle très bien l'anglais, on m'a parfois même dit que je parlais même mieux l'anglais que certains Américains, mais à côté de ça, je ne peux pas, ça m'intéresse pas d'enlever complètement mon accent, donc j'ai toujours des rôles caractérisés, ce qui fait que je bosse beaucoup moins qu'un Américain travaillant dans des films américains aux États-Unis. Moi, quand je travaille, on ne m'oublie pas, parce que bon, j'ai la gueule français, puis j'ai toujours ce slide accent. Donc je suis plutôt un acteur, disons un character actor. Voilà, donc j'aimerais bien bosser plus souvent avec des gens comme Gary Oldman, qui sont des grands acteurs, etc. Voire même, pourquoi pas, un vrai acteur français que j'adore, qui est aussi percé aux États-Unis et qui, lui, par contre, il a passé la barrière des Oscars. C'est Jean Reno, un acteur fabuleux, un de mes plus grands acteurs français que je puisse reconnaître en tant que très bon acteur, Léon, etc. Qui a tourné aux États-Unis aussi. Ah oui, Jean Reno, oui, il a fait des films. Il a fait Léo, qui a passé la barrière. Puis il a fait Jurassic Park, mais à côté de ça, il a fait plein de films, autant en France qu'aux États-Unis. Il a d'ailleurs bossé dans des rôles avec Gary Oldman, pour moi, c'est bosser. Moi, j'aurais l'occasion de bosser avec deux gars comme ça. Je crois que il faudrait que je prenne une semaine de repos, pour ne pas claquer d'une crise cardiaque, parce que ça serait tellement émouvant qu'il me faudrait un moment d'adaptation pour pouvoir vraiment bosser avec des gens comme ça. Donc c'est un petit peu ce que je dis dans mes rôles. Quand je bosse avec des gens fameux, je fais un rôle qui est intéressant, parfois un rôle de close-up, qui n'est pas pour autant un rôle principal. Le close-up, on rappelle ? C'est des close de close, c'est-à-dire que tu dis 2-3 lignes, mais tu es appelé à travailler quand même avec des acteurs fameux, donc on te voit dans des passages avec des gens fameux, donc c'est déjà sélectionné voilà. C'est très sélectionné. Et puis j'ai des rôles d'acteurs comme Remover, etc. Des films qui sont souvent parus aux États-Unis, dont certains ont paru en France, mais il y a des amis, des gens que je connais et qui me connaissent, qui ont eu du mal à me reconnaître, parce que quand ça passe ça revient la face à frontière, ça revient en France, c'est doublé en français, donc on n'utilise pas automatiquement ma propre voix. Donc on me reconnaît, mais on est confus en se disant, mais attends, c'est pas sa voix. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est pas lui? Right. Donc c'est comme ça. Mais voilà, donc la raison pour laquelle je perçois toujours ma carrière artistique aux États-Unis, c'est parce que je pense toujours qu'en tant que Français, un original, je peux toujours avoir éventuellement une chance de bosser encore dans d'autres grands films et voire même animer d'autres émissions, etc. Donc c'est pour ça toujours dans le troisième livre, je parle toujours de ça, c'est un beau rôle, mais this is not the role of my life. Ce n'est pas le rôle de ma vie. Je mets ça de côté, c'est une croix de plus sur mon avion, c'est une signature de plus sur mon curriculum, c'est un award de plus dans my books. Mais tout ça, demain, j'ai envie de bosser demain, j'ai envie d'avoir un autre projet demain. Très bien. Donc je suis toujours en train de bosser dans des projets. C'est pour ça que je vais repartir d'ailleurs fin novembre à Los Angeles. À Los Angeles. That's right. Et ça nous permet justement de terminer, parce que le temps nous presse malheureusement, avec justement les tomes 4 et 5 qui étaient en préparation. That's right. Et qui sont même presque prêts. Ils sont finis. La différence, c'est que le 4 devait sortir cet été, et je vais aller assez vite parce que je sais qu'on a un timing et c'est très important. Le 4 et le 5, c'est déjà, pour moi, il y en a un qui s'appelle Je pisse mes larmes de sang. C'est fort encore en titre. Et puis un autre qui s'appelle il a d'ailleurs une page de titre, c'est Tout le monde en prend plein la gueule. Ça s'appelle Tout le monde en prend plein la gueule, c'est le tome 5. Et la raison, c'est parce que depuis que je suis en France, je vois un taux d'islamisation qui est en train d'incresser vitesse grand V, et je me demande quand est-ce que les Français vont se réveiller. Non pas seulement en France, mais vous avez le même problème dans toute l'Europe et dans le monde entier. L'islam ne sont pas des gens qui veulent s'intégrer, ils ne l'ont jamais fait, ils ne l'ont jamais su s'intégrer. C'est génétique, c'est une race de gens qui est différente. Je veux pas dire, par exemple, comme on dit, tous les poissons sont égaux, je suis pas d'accord. On met pas je donne un exemple, on met pas de poisson rouge, on met pas de piranha dans un aquarium de poissons rouges. Demandez aux poissons rouges de ne pas être racistes, ils vont dire vous foutez de ma gueule, nous on n'a pas envie de se faire bouffer. Donc je pense que le 4 et le 5, c'est un dégoût. D'ailleurs il y a des passages où je dis ce soir je me suicide
Tellement je suis écœuré de voir ce que je vois, de voir la politique française. Vous avez des gens comme Taubira qui, eux, sont en train de gérer un pays, alors que c'est une femme qui n'a pas été même pas capable de s'occuper de son mioche parce que lui, il est en tôle. Alors vous avez des Sarkozy qui ont violé 5 000 € par famille, par couple, et aujourd'hui encore, les gens sont tellement bêtes qu'ils sont incapables de le réélire alors qu'il a 12 cas consécutifs. C'est un criminel, c'est un clown, c'est un mec qui a fait plus de dégâts et de massacres dans notre pays que tout autre politicien, etc. Donc ça sera une réflexion en fait sur un sujet sociétal, sur la société. Sur la société, sur la politique et sur l'invasion et sur l'économie. Et moi je dis que très souvent on m'a fait des remarques en disant, tu sais François, tu devrais pas partager tes opinions politiques sur ton Facebook. Et je dis, je vous emmerde. Pourquoi? Parce que je suis Front National et fier de l'être. Et c'est pas parce que je suis Front National que je dois dire ça à porte fermée. Hein. Et moi je suis fier d'être Front National, je suis patriote et j'adore mon pays et je voudrais surtout pas qu'on perde toutes nos coutumes, toutes nos histoires, toute notre bouffe. On a quelque chose que ils auront jamais. Et la jalousie les font vouloir nous envahir. Mais vous avez le même problème en Norvège, en Suède, au Danemark, en Italie, en Espagne, en Angleterre. Et vous avez le même problème. Ce n'est pas qu'en France. Si vous aviez des musulmans, d'ailleurs musulmans c'est pas un pays, hein. Le maghrébin qui se considère musulman, c'est théoriquement c'est une religion. Mais ils sont tellement paumés qu'ils mélangent tout. Musulmans, ils mélangent religion et politique. Ça leur permet d'avoir un comportement qui est de nature très agressif et envahisseur. Déjà, Attila et les Huns, ils étaient déjà en train d'essayer de bouffer notre pays. C'est pas Charles Martel qui les a virés déjà. Mais ils ont dit, vous attendez-vous, ils ont dit, si on n'arrive pas à vous baiser par la force, on vous aura par le ventre de vos femmes. Et ils sont à l'heure actuelle en train de faire ça. Donc réveillez-vous, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et donc le 4 et le 5, c'est pour ça que je crie, vous me faites tous chier, bordel, parce qu'il y a un certain moment, j'ai même honte des Français qui sont là, on est en train littéralement de les faire marcher à quatre pattes, et puis à queue, et on s'en fout. T'as vu comme ils me causent. Et donc il faut qu'ils se réveillent. Français, réveillez-vous, nom d'une pipe. Qu'est-ce que vous attendez? Regardez ce qui se passe partout dans le monde entier. C'est pas juste, ça n'arrive pas seulement qu'en France. Ce problème avec l'islamisation, c'est un problème qui se produit mondialement, mais encore plus vite en France, parce que tous les politiciens, ils jonglent, ils sont des copains au Qatar. Attends, je suis arrivé, mais toutes vos chaînes télé locales, maintenant, ça devient du juif islamiste. On remplace tous vos speakers, vos speakerines, et on met des juifs arabes islamistes musulmans à la place de tous ces gens-là. Il faut arrêter. Il faut que la France soit française. Et Marine, Marion, Florent Philippot, des gens que j'adore, que je trouve tes droits, ils vous le disent, ils vous préviennent. N'attendez pas, vous êtes à la limite d'une guerre civile. Et c'est pas marrant, donc il faut vous réveiller. D'accord, donc c'est vraiment un cri, quoi. C'est un cri, c'est un grand cri, ces livres. Et donc, ils devraient sortir, théoriquement, l'année prochaine, un peu partout dans mes tournées. Il sera disponible, alors justement, il sera disponible chez Duché, puisque c'est là-haut qu'on s'est rencontrés. Pas particulièrement chez Duché, mais il sera disponible aussi chez Duché, mais il sera aussi disponible à travers, par exemple, il pourra aussi, si tu veux vraiment, à partir du mois de juin l'année prochaine, il sera aussi disponible sur www.frédéricmouflin.com. D'accord, ça c'est le site internet où on retrouve toute l'actualité, des vidéos. Et on peut éventuellement le retrouver à travers lnradio.fr si un jour vous avez des fans qui voudraient savoir comment se retrouver notre livre. Et puis aussi dans les tournées que je fais. Mais certainement pas sur des chaînes locales, parce que les chaînes locales vont me haïr, et ils me haïssent déjà. C'est pour ça que certaines émissions ne m'interviewent pas, parce que ils aimeraient que je rentre dans leur jeu, dans le mood. Et ça m'intéresse pas les boudins, des baudins, des godins, des gens comme ça qui interviewent et qui coupent les gens, les écrasent. Ils sont en train d'écraser le Front National, et tout ça pour la simple raison, c'est parce que c'est peut-être le seul parti politique qui est capable de voir les choses en face et de rester debout et fier, et de dire on ne cédera pas. Maintenant, peut-être que Marine n'est pas parfaite dans tout la politique, mais faut arrêter de dire ah oui mais ça elle est bien là, mais sa politique. Mais arrêtez, regardez la politique gauche-droite, droite-gauche depuis Mitterrand, Giscard, Sarkozy, Hollande. Ces gens-là, ils vous ont bouffé tous vos droits régaliens. Nous sommes aujourd'hui en France à 1000 milliards de déficit. C'est ni toi, Eduardo, ni moi, ni ton collègue, ni la famille française qui ont bouffé le fric de l'État. Le fric de l'État, elle est déposée par le peuple français, et elle est dépensée par l'État. Mais l'État, il la dépense même plus pour vous, il la dépense pour eux.
tous ces mecs devraient être en prison, tous ces mecs devraient être éjectés de leur position. Vous avez trop de sénateurs, trop de ménards, trop de néards qui sont là à se gaver, et le mot est faible, se vautrer à bouffer du caviar et se foutre littéralement de vous, mais en face en plus. Donc, 14 juillet, la prise de la Bastille, c'est dommage qu'on arrive à un point de détresse. Il faudrait que les Français se réveillent avant qu'on vous arriviez à un stade de guerre civile, parce que c'est quel dommage. Alors, on va terminer sur une dernière note. Alors, on s'était vu, juste avant l'antenne, et tu m'avais dit qu'une de tes musiques avait carrément été reprise dans un film. Film. Ça a été présenté. Ça s'appelle Hollywood Mouth. C'est un peu comme une musique d'ambiance, parce que tu joues aussi de la guitare, mais aussi du synthé, comme on l'a vu. Tout à fait, je joue plusieurs instruments. Chez Duché. Tout à fait, ouais. Alors celle-ci, elle a été reprise. C'est comment justement le réalisateur, c'est le réalisateur du film qui t'a contacté, c'est comment? Parce que ça m'arrive à travers, hormis mes auditions et mes petits rôles dans le film ici et là. Je m'apprête à auditionner aussi pour toutes sortes d'autres projets artistiques, non pas seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant qu'animateur télé, en tant que là j'ai mis sur pied sur LinkedIn, qui est un réseau professionnel. Donc IMDb, sur IMDb, vous pouvez me trouver en tant que j'ai écrit la musique pour le film Hollywood Mouth. C'est une drama document qui est par Jordan Moher, qui est une directeur américaine à Los Angeles. Mais à côté de ça, comme je fais certaines petites tournées, certains shows là-bas, pas avec les livres, mais avec la musique, de bouche en oreille, I'm getting to get known. Et donc, on m'a proposé de mettre de la musique, certaines de mes chansons, donc vocales et d'autres musicales, dans certains projets, certains films, comme par exemple, vous pouvez rencontrer sur IMDb, le film s'appelle Hollywood Mouth. Et ce film, il a touché quand même des Los Angeles Music Award, US Honorable Mention Award of Excellence, Los Angeles Cinema Festival of Hollywood en 2010. Il est quand même il a été relativement reconnu, tout à fait. Donc, bien sûr, le petit Français que je suis, on n'en parle pas en France parce que. Comme je disais, vous êtes les artistes ici, vous êtes muselés et vous avez seulement toujours les mêmes, dans la mesure où ils se plient à une politique. On les laisse sur vos chaînes télé dans la mesure où ils servent les financiers derrière vos portes. Et c'est ceux-là qui tournent, comme par exemple c'est pareil, Ben Guigui, Patrick Bruel, Ben Guigui, qui a craché sur le Front National, qui a insulté, puis vous avez des Noah aussi, qui crachent sur la France, mais ça n'empêche pas de se faire du fric sur les petits Français qui vont lui payer ses billets pour aller voir en concert. Donc c'est ça il faut que les Français sortent de leur routine, leur boulot, et qu'ils s'informent sur le net. Ils trouveront pas les vraies informations sur les chaînes télé locales. Ils les trouveront à travers des chaînes télé comme vous, qui sont des filières en or. LN Radio, voilà, ça c'est une chaîne en or, quoi. Vous avez des informations à divulguer, mais il faut que le peuple français, surtout ceux qui sont pris dans les 9 to 5, dans les 8 par 10, les 8 heures, qu'ils arrêtent de regarder la télévision locale et qui prennent un peu plus de temps de s'informer sur les réseaux Internet, qui s'instruisent sur les réseaux Internet, avant que ce soit complètement bloqué aussi. Alors justement, comme le temps nous presse, on va juste revenir, avant de terminer, sur l'avenir. Donc l'avenir, c'est le retour aux États-Unis. Et qu'est-ce qui va se passer là ? Voilà, donc je suis au bout de ma tournée en France, j'ai rencontré plein de gens français adorables, je suis un vrai homme de terrain, j'ai rencontré des gens fabuleux et des gens qui se rendent compte que la France va mal, parce que dans mes tournées, j'ai aussi parlé politique et j'ai retrouvé plein de gens qui étaient effrayés, qui n'osaient pas l'admettre, mais qui sont aussi Front National. Et à côté de ça, j'ai vu ce qui se passait, la façon dont la France est en train de se dissiper, disparaître, d'être remplacée, qu'on fait un grand remplacement grâce à Hollande et Sarkozy et Taubira et Valls, et des gens comme Fabius, voilà. Donc, mais là je repars, mais je veux revenir en France. J'aime mon pays. J'ose simplement espérer, comme le Florent Pagny qui dit que ses enfants, lui, grandissent à Miami parce qu'ils veulent pas qu'ils apprennent à parler comme des beurs, voilà, ou des rebeux. Et dans un sens, il a pas tort.
Mais j'aime mon pays, donc je pisse mes larmes de sang ici. Et j'aimerais pourtant pouvoir dire que ma France est un beau pays. Là, je suis venu chez toi dans ta station aujourd'hui, je suis passé par les villages, les villes, mais je prends des photos de nos églises, de nos ancêtres, de nos croix de mort. Il y a des milliards de gens qui sont morts pour que la France reste française. Non, faut pas qu'on perde nos quichelorettes, nos boudins, nos choucroutes, nos saucissons, nos jambons. Il faut arrêter avec cette islamisation, quoi. Mais je reviens parce que j'aime mon pays. Je veux simplement qu'on ferme les barrières, qu'on deal avec